Bonjour à tous. J'ai pas l'impression qu'il y ait le son. À moins que tu aies coupé de ton côté. Ah, si, apparemment ça. Est-ce que l'on m'entend? Ok, super, si c'est bon, on m'entend. On va commencer pile à l'heure, donc, parce que le contenu va être assez dense. Donc on aura quand même pas mal de choses à aborder, pas mal de choses techniques justement. Donc on va pas trop traîner, on va attendre quelques secondes encore avant de débuter. Ok, c'est bon. Normalement, je suis en plein écran. Ok. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par la thématique de l'évolution professionnelle. Les semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement qui a déjà eu lieu l'année dernière et l'année précédente, donc c'est la troisième édition. Il s'adresse aux salariés, aux employeurs, mais également aux professionnels de la formation, de l'orientation, pour avoir un développement des compétences. L'objectif, c'est vraiment d'aborder les différentes thématiques qui gravitent autour de l'évolution professionnelle. Et ce matin, on va aborder la thématique des financements de formation. C'est une grosse thématique, c'est clairement l'un des motifs principaux de sollicitation lorsqu'on vient me voir en tant que CEP. J'aurai l'occasion de l'aborder. Donc l'événement a lieu du 10 au 21 octobre. Il est animé par différents opérateurs CEP, dont BG Guyane, dont je fais partie. Vous avez un onglet spécifiquement dédié à à vos questions. Donc, je vous invite à passer vraiment par cet onglet-là. On répondra aux questions qui sont en lien avec la thématique présentée à ce moment-là, et toutes les autres questions seront abordées à la fin au fil de l'eau. On va quand même, malgré le contenu assez dense, essayer de garder un temps pour vos questions-réponses. Si vous avez des questions vraiment techniques, je ne pourrais pas forcément y répondre, et là, je vous orienterai vers les structures justement qui sont là pour y répondre. Donc, comme je vous disais, l'événement a lieu du 10 au 21 octobre. Donc, certains ont peut-être déjà visionné des webinaires. Ce webinaire et les autres seront disponibles en replay à partir du 21 octobre sur le YouTube des Semaines de l'évolution professionnelle. Donc, c'est un événement qui est entièrement digital, entièrement gratuit et accessible à tous. Donc, je me présente, je suis Franck Sicard, psychologue de travail et conseiller en évolution professionnelle. J'interviens sur la région Guyane, je suis référent du dispositif CEP, donc j'accompagne tous les professionnels du privé qui ont un projet d'évolution professionnelle. Je suis accompagné par Samuel Sabin qui va gérer la partie chat et questions et qui me les relaiera au fur et à mesure. Donc ce matin, on va aborder deux thématiques. La première, c'est le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi, pour qui? Cette thématique-là, je vais vraiment la survoler parce qu'on est sur un contenu assez dense ce matin et je pense que la plupart d'entre vous sont là plutôt pour les financements de formation. La thématique du CEP a été abordée et va être à nouveau abordée sur d'autres webinaires. Donc si vous voulez vraiment approfondir le sujet, vous aurez d'autres webinaires dans les jours qui viennent, voire le replay de celui que j'ai animé mardi matin. Donc, vous pourrez approfondir le sujet. Donc, le conseil en évolution professionnelle, de manière très schématique, le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle. Et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Ah. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que certaines personnes m'entendent ou personne n'a le son? S'il y a des gens qui disent oui et d'autres non, c'est que c'est plutôt on est sur les paramètres de votre ordinateur. Ok, c'est bon. Donc le CEP, en résumé et schématique, il accompagne toutes les personnes qui ont des questionnements professionnels, que ce soit des projets d'évoluer au sein de l'entreprise ou de quitter l'entreprise, d'évoluer sur son métier ou de changer radicalement de métier. Vous pouvez faire appel à un CEP, donc CEP Conseil en évolution professionnelle. C'est un service qui est entièrement gratuit. Il est financé par l'État, donc ça ne vous coûte absolument rien, quel que soit le temps que vous passez avec le conseiller, le nombre de fois que vous le rencontrez, c'est toujours gratuit pour vous.
C'est un service qui est confidentiel. C'est une question qu'on me pose souvent au tout début. Donc non, le CEP à aucun moment va échanger avec votre responsable, votre employeur, ni même vos collègues. On est tenu au secret professionnel, donc tout restera entre vous et le conseiller. Néanmoins, il peut arriver qu'on l'on mette dans la boucle les responsables ou les employeurs, notamment quand on souhaite mobiliser certains dispositifs de financement. J'aurai l'occasion d'en parler par la suite. Donc dans ces cas-là, c'est intéressant justement que l'employeur soit partie prenante. Donc il peut arriver qu'on les contacte pour les informer du dispositif, donc simplement les informer de l'existence du dispositif, mais également leur expliquer le fonctionnement. Mais à chaque fois, c'est toujours avec l'accord du salarié. On est un service neutre et impartial. Nous ne sommes pas là pour juger vos projets. Nous ne sommes pas là pour prendre parti. En revanche, on a un devoir aussi d'alerte. Si jamais vous souhaitez vous diriger vers un métier qui recrute peu sur le territoire, ça sera de notre devoir justement de vous en alerter. On va quand même vous accompagner dans les démarches de recrutement, donc CV, lettre de motivation, préparation d'entretien, mais on va quand même vous alerter sur le fait que c'est un métier sur lequel vous pouvez avoir des difficultés à trouver un emploi. Retenez bien le site qui est en bas à gauche de la page, donc www.mon-du6cep.org. Sur ce site, on aura l'occasion de le réaborder, vous avez la possibilité de trouver l'opérateur CEP qui est adapté à votre situation professionnelle et qui est le plus proche de chez vous. Alors, en effet, parce qu'il y a différents opérateurs CEP. Alors encore une fois, cette partie-là, je vais la survoler très rapidement. Vous avez 5 opérateurs CEP. Parmi ces 5 opérateurs, il y en a 4 qui ne changent pas, quelle que soit la région. Donc l'APEC accompagne les cadres, donc profil Bac+3, mais essentiellement Bac+5. Les cadres qui sont présents dans le chat savent normalement que sur leur bulletin de salaire, vous avez une ligne de cotisation à l'APEC, ce qui vous permet justement de bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel, quelles que soient vos questions. Pôle emploi, qui est alors un peu plus méconnu sur le rôle du CEP, mais Pôle emploi accompagne les demandeurs d'emploi sur les 2 volets. Donc le conseil en insertion professionnelle, classiquement retrouver un emploi, et le conseil en évolution professionnelle, trouver une formation pour à nouveau occuper un emploi. Vous avez la mission locale qui accompagne les jeunes de moins de 26 ans, plutôt les jeunes qui sont déscolarisés, qui sont sortis un petit peu du parcours scolaire ou professionnel. Néanmoins, si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes salarié, vous pouvez très bien aussi vous orienter vers la mission locale. Cap Emploi va accompagner les personnes en situation de handicap, donc les personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou une AAH. L'intérêt, c'est qu'ils sont beaucoup plus habitués justement à prendre en compte le handicap dans les parcours d'accompagnement. Donc, ils sont mieux armés. Ils savent mieux aussi les dispositifs de financement auxquels vous pouvez faire appel, notamment ceux de la GFIP. Donc, c'est vrai que si vous êtes en situation de handicap, vaut mieux passer directement par Cap Emploi. De toute façon, les autres opérateurs CEP, que ce soit Pôle emploi ou la mission locale, aura tendance, si l'handicap est important, à vous orienter automatiquement vers Cap Emploi. Et comme je vous le disais, 4 opérateurs ne changent pas. Celui qui change, c'est le 5e, c'est celui des salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Le 5e est mandaté par France Compétences et donc va changer d'une région à l'autre. En l'occurrence, moi, j'interviens en Guyane à travers la structure BGE, mais vous avez un autre opérateur en Normandie, en Bretagne, etc. Donc quelques noms d'opérateurs connus sur le territoire, Axis, Réseau EVA, Antea, etc. Le site que je vous ai passé précédemment sur la diapo juste avant vous permet justement de trouver l'opérateur qui est adapté à votre situation et le plus proche. Dans le pire des cas, vous pouvez simplement en contacter un et il aura aussi pour mission de vous aiguiller vers l'opérateur le plus approprié. Mais c'est important de savoir qu'en fonction de votre situation professionnelle, vous ne serez pas orienté vers le même opérateur CEP. Je l'aborde rapidement parce qu'on aura peut-être le cas parmi les personnes qui regardent le sujet. Les fonctionnaires peuvent aussi bénéficier du CEP, mais ils doivent s'orienter vers leur service RH qui, eux, vont les orienter à nouveau vers les conseillers mobilité carrière. Et en fonction du type de fonctionnaire que vous êtes, ou d'agent contractuel, vous êtes orienté vers un service différent. C'est l'ANFH pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, le CNFPT pour les fonctionnaires territoriaux et la plateforme RH pour les fonctionnaires d'État. Donc vous retrouverez normalement l'information en contactant vos services RH, ils doivent pouvoir faire leur relais.
Quelques thématiques rapidement qui sont abordées lors d'un accompagnement. On va travailler sur l'évolution professionnelle, sur le développement des compétences, sur la reconversion ou la transition professionnelle. Autrement dit, je change radicalement de métier. Je suis responsable RH, je m'oriente en tant que boulanger. Donc là, on est vraiment sur la reconversion importante. On accompagne aussi dans la reprise et la création d'activités, dans la certification professionnelle, certification CLEA, et dans la mobilité interne ou externe. Donc la mobilité interne, ça va être je suis sur mon poste, je souhaite diversifier mes missions, je souhaite évoluer sur mon poste, ou j'aime mon métier mais je ne souhaite plus le faire dans l'entreprise et j'aimerais t'accompagner pour le faire dans une autre entreprise. Donc ce sont quelques thématiques sur lesquelles on accompagne. La liste n'est pas exhaustive et clairement je suis beaucoup plus sollicité pour de la reconversion professionnelle et de la création d'activités. C'est vraiment les deux gros motifs principaux de sollicitation. Comment se passe le CEP? Vous avez deux phases. La première, c'est un rendez-vous d'information qui dure 1 heure, 1 h 30. Et durant ce rendez-vous, le conseiller fait un point sur votre parcours, parcours de formation, parcours professionnel, le poste que vous occupez. On va ensuite aborder votre projet, les motivations qui vous amènent à vouloir quitter votre poste, les motivations qui vous amènent à vouloir vous orienter vers ce métier-là. Et à partir de là, on vous informe de toutes les démarches à réaliser, toutes les aides auxquelles vous avez droit, tous les dispositifs de financement qui existent pour justement concrétiser ce projet. On est uniquement sur un échange d'informations à ce stade-là. L'accompagnement personnalisé, lui, va vraiment consister à vous épauler dans les différentes étapes pour concrétiser ce projet. Donc la première phase, on est sur un rendez-vous généralement, et la deuxième, on est plutôt sur un accompagnement qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui s'articule généralement autour d'un montage de dossier, donc dossier de financement de formation ou dossier démissionnaire qu'on aura l'occasion d'aborder un peu par la suite. Donc le site que je vous ai indiqué un peu plus tôt, mon-du6cep.org, vous aurez l'occasion dessus de trouver l'opérateur CEP qui est approprié à votre situation professionnelle. Donc si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à vous tourner vers ce site-là et surtout vers le CEP. C'est notre métier de vous accompagner justement. C'est un service en plus qui est gratuit et confidentiel. Alors ça, c'est plus occasionnel, mais il m'arrive aussi parfois d'avoir des employeurs au téléphone ou qui viennent me voir. Il n'y a pas de souci, on peut vous répondre. Mais le service est plutôt destiné aux salariés, mais néanmoins, c'est tout dans notre intérêt et celui de vos salariés de pouvoir répondre à vos premières questions. Donc pareil, s'il y a des employeurs ici qui sont présents, n'hésitez pas à prendre contact avec les CEP ou avec les OPCO. J'aurai l'occasion de les présenter juste après. Alors, il y a une question sur la différence entre le CEP et le bilan de compétences. Je vais le faire très très court parce que comme je vous le disais, on a beaucoup de contenu. Le CEP va accompagner globalement. L'idée, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire comme ça, mais ça va être un peu l'architecte de votre parcours d'évolution professionnelle. Donc, on va faire un point sur votre projet. Dans certains cas, la personne a déjà défini clairement le métier et la formation qu'elle souhaite faire. Dans certains cas, elle a quelques idées sur le métier et on travaille là-dessus. Et le travail que l'on fait ensemble suffit pour définir clairement le métier et la formation sur laquelle elle souhaite se lancer. Dans certains cas, ce n'est pas suffisant. Dans certains cas, la personne a besoin de vraiment approfondir l'orientation professionnelle. Donc, elle sait qu'elle veut quitter son activité, mais elle ne sait pas pour s'orienter vers quel métier, quel secteur d'activité. Dans ce cas-là, le bilan de compétences est approprié parce qu'il y aura un travail plus approfondi sur l'orientation professionnelle. Ça peut être aussi des personnes qui sont en difficulté sur leur poste de travail, notamment en lien avec une dégradation des conditions de travail, donc un climat social dégradé, une charge de travail importante, un changement de direction, donc un changement parfois de mission, beaucoup de questionnements personnels et professionnels. Là, le bilan de compétences est approprié puisque, comme je vous le disais, on aura un travail plus approfondi sur ces thématiques-là durant le bilan de compétences, puisque vous avez un conseiller, un consultant, parfois psychologue du travail, qui va vous accompagner pendant 24 heures. Et il va aborder justement l'orientation professionnelle, votre personnalité, vos centres d'intérêt professionnels, vos valeurs professionnelles et personnelles, et va vous amener à prendre du recul. Le CEP, dans ces cas-là,
prend le relais à l'issue du bilan de compétences. Donc ça m'arrive généralement, je reçois la personne, on fait un premier point, on se rend compte qu'il y a un travail approfondi à faire sur l'identification du métier. J'oriente, donc j'explique à la personne le fonctionnement du bilan de compétences, je l'informe des différents opérateurs, elle prend contact avec un opérateur, elle commence un bilan de compétences, elle revient vers moi ensuite 3-4 mois après le bilan de compétences, parce que c'est généralement la durée du bilan. Et on fait le point sur le résultat du bilan, et à partir de là, on prépare la suite. S'il y a un métier identifié, on va aborder notamment le parcours de formation, les financements possibles, etc. Donc c'est un petit peu l'articulation qu'il y a entre les deux dispositifs. Ouais. Donc là, on va directement rentrer dans le cœur du sujet, les dispositifs de formation et surtout de financement de formation. Clairement, c'est l'une des questions que je dirais pas que c'est 80% des personnes qui me sollicitent, mais quand on a un projet de formation, c'est un aspect capital du projet, c'est qui finance la formation, comment, à quel moment, qu'est-ce qui sera pris en charge dans la formation. Le financeur de la formation va dépendre réellement de votre situation et de votre projet. Vous avez en gros deux axes. Vous avez les personnes qui vont avoir un projet d'évolution que l'on peut qualifier d'interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. Dans ce cas-là, le financement de la formation sera plutôt à l'initiative de l'employeur. Et vous avez les personnes qui vont avoir un projet de ce qu'on pourrait qualifier d'évolution externe, c'est-à-dire que vous souhaitez quitter l'entreprise. Je reviens sur l'exemple du responsable RH qui souhaite devenir boulanger. Là, concrètement, il ne peut pas continuer dans son entreprise, donc il va être obligé de quitter l'entreprise. Donc là, on n'est pas sur les mêmes dispositifs de financement. L'employeur, je vais insister sur ce point-là, l'employeur a une obligation, n'a pas une obligation absolue de financement de formation. C'est pas parce que vous venez le voir avec un projet bien abouti de formation que l'employeur doit vous la financer. L'employeur doit financer les formations à partir du moment où elles sont nécessaires pour que vous puissiez occuper le poste de travail. Concrètement, vous êtes amené à travailler sur un nouveau logiciel, c'est la responsabilité de l'employeur de vous financer ou de vous consacrer du temps pour que vous puissiez apprendre à utiliser ce logiciel. Vous êtes préparateur de commandes dans une entreprise, vous avez besoin de renouveler votre CACES, normalement c'est la responsabilité de l'employeur de financer le renouvellement du CACES. Bon, c'est pas toujours le cas, mais normalement c'est sa responsabilité. Vous êtes salarié, vous avez envie de suivre une formation en anglais qui n'est pas nécessaire pour votre activité, l'employeur n'a pas d'obligation de vous financer la formation. Vous souhaitez vous lancer sur une formation de naturopathe qui n'a strictement rien à voir avec votre activité. Encore une fois, l'employeur n'a aucune obligation de financer la formation. Donc, à l'initiative de l'employeur, vous avez le plan de développement des compétences qui est aussi parfois appelé plan de formation. Je reviendrai un peu plus dans le détail par la suite là-dessus. Vous avez également la dotation volontaire, le FNE formation et la transition collective. D'un commun accord, donc qui va reposer sur l'accord du salarié et de l'employeur, ce qui est aussi le cas généralement quand c'est à l'initiative de l'employeur. Rien n'est fait sans l'accord du salarié. Vous avez le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage et ProA, qui sont généralement chapeautés par les OPCO. Donc là aussi, je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus. À l'initiative du salarié, vous avez le compte personnel de formation et l'abondement, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, le bilan de compétences, la VAE, la VAP et le VES, certificat CLEA et le conseil en évolution professionnelle, mon activité. Je vais plutôt m'attarder sur les financements reposant sur l'initiative du salarié, parce que je suppose que ça va être le plus de personnes qui assistent justement à la présentation, mais on va quand même aborder les autres, notamment ceux qui sont le plus facilement mobilisables et les plus courants, parce qu'on en a, vous verrez, on est vraiment sur un dispositif un peu spécifique. Donc, à l'initiative de l'employeur. Donc, vous avez, alors déjà, premier point important, s'il y a des employeurs qui sont présents dans le chat, vous pouvez vous rapprocher de vos OPCO. Donc, toutes les entreprises n'ont pas un opérateur de compétences, mais pour celles qui en ont un, je vous invite vivement à aborder ces sujets-là avec eux, puisque ce sont justement parmi leurs missions de vous accompagner là-dessus. Donc, auparavant, les OPCO s'appelaient les OPCA. Le changement de nom s'est accompagné d'un changement des missions. Donc, de manière assez rapide, leur mission, c'est de financer aussi la formation, donc l'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, ProA qui est un dispositif très intéressant, récent
et qui commence à être de plus en plus mobilisé par les entreprises. Il participe également au plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ils vous accompagnent dans la démarche. Donc, ils accompagnent les TPE et les PME dans le développement de leurs compétences. Donc, améliorer l'information et l'accès des salariés à la formation professionnelle. Accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité. L'écosystème de la formation est un écosystème très vaste, assez complexe. Donc tous les services RH ne sont pas forcément calés sur les sujets, donc qui n'ont pas forcément eu de formation, et même parfois, s'ils ont eu des formations, ça nécessite quand même de mettre l'information à jour régulièrement. Donc l'OPCO est vraiment approprié dans ces cas-là pour justement avoir cette remise à jour des informations et cet accompagnement si jamais vous souhaitez développer les compétences de vos salariés. Ils ont aussi également un devoir de conseil, donc conseiller les branches professionnelles, donc appuyer dans la construction des référentiels de certification professionnelle, établir la GEPP, donc la gestion des emplois et des parcours professionnels, et déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Si vous êtes employeur et que vous avez un projet de formation, vous avez un salarié qui souhaite du coup avoir un financement de formation, d'accès, vous pouvez prendre contact avec l'OPCO et rediriger le salarié vers un CEP. Le plan de développement des compétences recense l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, quelle que soit leur ancienneté. Donc les actions de formation obligatoires ou nécessaires et actions de formation non obligatoires, donc bilan de compétences, VAE, actions de lutte contre l'illettrisme, CLEA. Comme je vous le disais un peu plus tôt, l'employeur a une obligation de financement quand la formation est nécessaire pour permettre aux salariés de continuer d'occuper son poste de travail. Dans le cas contraire, il n'y a pas d'obligation. L'employeur n'est pas forcément obligé de passer par une formation classique comme on l'entend. Il peut également s'appuyer sur la FEST, donc c'est en gros une formation en interne sur l'expérience professionnelle en situation de travail. La formation peut être aussi en présentiel ou en distanciel, tout ou partie. Ça peut se faire en interne ou aussi à l'externe avec un organisme de formation. Ça peut se faire sur le temps de travail ou hors temps de travail avec accord écrit du salarié si ça se fait hors temps de travail. Si ça se fait sur le temps de travail, de facto, ça implique que vous prenez en charge le maintien du salaire du salarié. Donc ça veut dire que généralement, sur le plan de développement des compétences, seront pris en charge plutôt des formations courtes, à la journée ou à la semaine. On est rarement sur des formations de plusieurs mois, puisque forcément le coût pour la structure va être assez important. Et dans ces cas-là, vous avez plutôt tendance à vous diriger soit vers l'OPCO, soit vers le projet de transition pro, que j'aurai l'occasion de présenter par la suite. Donc le collaborateur conserve son statut de salarié et continue à être rémunéré. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un financement de leur plan par les OPCO. Là, on est sur une question technique et là, je vous avouerai que je n'ai pas forcément la réponse. On me demandait justement si les OPCO finançaient uniquement les formations d'entreprises de moins de 50 salariés et qui s'inscrivent dans le plan de développement des compétences. À ma connaissance, non. Certaines formations peuvent être prises en charge par les OPCO en dehors du plan de développement des compétences. Déjà parce que toutes les entreprises n'ont pas un plan de développement des compétences. Généralement, on est plutôt sur des entreprises d'une certaine taille avec un service RH assez bien structuré pour avoir un plan de développement des compétences. Et le plan de développement des compétences, normalement, se construit. Il y a un recensement des besoins avec une décision normalement collective sur quels seront les financements des formations. Donc, ça prend un certain temps. Donc, il y a quand même une certaine rigidité dans ce dispositif-là. Donc, sur des formations courtes de développement des compétences sur, par exemple, une journée ou 2 jours sur des thématiques bien précises, généralement, on se tourne plutôt vers l'OPCO qui va financer la formation et ça ne s'inscrit pas forcément directement dans le plan de développement des compétences. Mais là, pour le coup, je vous invite directement à prendre contact avec votre OPCO qui pourra plus voir dans le cas par cas pour répondre à votre question. La dotation volontaire de l'employeur sur le CPF d'un salarié. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les étapes, mais pour les employeurs qui sont présents, mais également les salariés, sachez que l'employeur peut faire ce qu'on appelle une dotation volontaire de votre CPF. Autrement dit, il crédite votre compte personnel de formation de la somme qu'il souhaite pour participer à tout ou partie
de votre projet. Donc là aussi, il va plutôt financer des formations qui ont un intérêt généralement pour l'entreprise, mais ce n'est pas toujours le cas. On a des employeurs qui sont altruistes, qui encouragent, appuient des projets d'évolution, voire de reconversion professionnelle, et qui participent au financement de la formation. Je ne vais pas trop m'attarder sur le CPF ici, puisqu'on aura l'occasion de l'aborder plus tard, ni même sur les différentes étapes. Sachez que le site du CPF est très bien construit, très intuitif, renseigne très bien. Donc, si vous avez vraiment des questions là-dessus, n'hésitez pas à aller directement sur le site du CPF. Vous avez justement ces différentes étapes qui sont détaillées sur le site. Alors, la question c'était, est-ce que les CHU et structures médicales peuvent participer au financement d'une formation moyennant derrière un engagement du salarié sur la durée? Oui. Alors oui et non. C'est possible à travers la clause dédit de formation. En gros, c'est une clause qui est signée avec le salarié, qui l'engage à rester dans la structure suite au financement d'une formation. Donc, ça permet en effet aux salariés de bénéficier d'un financement de la formation et à l'employeur de s'assurer que le salarié va rester dans l'entreprise un certain nombre de mois, voire d'années. Si le salarié part avant cette durée-là, il doit rembourser au prorata la prise en charge de la formation. Donc oui, la clause dédit de formation est très utile. Ça permet à ce que chacun y trouve son compte. Néanmoins, et ça je l'ai appris depuis peu, elle est mobilisable uniquement si l'employeur finance la formation en direct. A priori, s'il passe par son OPCO, il ne peut pas demander une clause d'édit de formation puisque c'est l'OPCO qui participe au financement de la formation. Donc là, pour le coup, je vous redirige en effet vers votre OPCO pour voir ça dans le détail et auprès de votre service RH qui normalement doit être plus informé là-dessus, qui pourra vous accompagner. Mais en théorie, c'est possible. À voir ensuite dans l'application. Vous avez aussi des structures qui participent au financement via le CPF. Vous avez des régions, parfois même des structures, qui donnent des primes, par exemple, j'ai en tête une prime de 1000 € pour une personne qui souhaitait suivre une formation d'assistant de service social, il me semble que c'était en Bretagne ou Pays de la Loire. Et donc cette prime de 1000 € était automatiquement déduite du coût de la formation et c'était pris en charge par la CGSSE de la région qui finançait, donc qui souhaitait justement appuyer les personnes qui s'orientaient vers ce métier-là dans la région. Donc c'est aussi une possibilité. Le FNE formation, alors je ne vais pas m'appesantir sur ce dispositif-là, puisqu'on est vraiment sur un dispositif spécifique qui concerne les personnes en activité partielle, en chômage partiel, en chômage technique et en chômage partiel longue durée. Donc pour ces entreprises et ces personnes-là, vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement sur le financement de la formation. On est sur quelque chose d'assez technique et vraiment plutôt, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes et entreprises qui soient concernées ici. Si c'est le cas, retenez simplement le nom FNE Formation. Vous avez des informations là-dessus sur le service public et le site du ministère du Travail, ou voir directement avec votre co. Donc sachez simplement que si vous êtes employeur avec des salariés en activité partielle ou salariés en activité partielle, vous pouvez bénéficier de prise en charge, enfin d'aide au financement de la formation. Transition collective. Transition collective, on s'est a pris son essor avec le Covid, avec la pandémie. C'est un dispositif national qui a été beaucoup encouragé par l'État. Donc il y a eu beaucoup de communication là-dessus. Néanmoins, la mise en place du dispositif était assez contraignante, assez rigide pour l'entreprise. Donc il y a eu des transitions collectives, mais finalement pas autant que le gouvernement aurait espéré. Donc l'objectif d'une transition collective, en fait, c'est d'identifier au sein d'entreprises des emplois dits fragilisés en raison de la pandémie ou en raison de mutations économiques, mutations du territoire, et d'encourager, d'épauler les salariés qui sont concernés par ces métiers fragilisés pour les orienter vers des métiers porteurs, des métiers émergents du territoire. Donc il y a l'idée quand même de métiers spécifiques dans les deux sens,
à la fois sur les métiers fragilisés, donc c'est l'entreprise qui identifie les métiers en question, généralement avec les représentants du personnel. Donc il y a à la suite d'études une liste des métiers considérés comme fragilisés. Et ensuite, les personnes doivent s'orienter pour bénéficier du dispositif transition collective vers des métiers porteurs et en tension du territoire. Donc ce n'est pas possible de s'orienter vers n'importe quel métier. Dans ces cas-là, on sera sur un autre dispositif de financement. Vous avez transition collective et transco congé mobilité. Je ne rentre pas dans les détails, puisque c'est assez complexe et ce ne sera pas forcément intéressant de l'aborder ici. Sachez que dans l'un des cas, vous avez la possibilité de réintégrer en tant que salarié la structure à la fin de la formation. Et dans l'autre cas, vous avez une rupture conventionnelle qui est actée à l'issue de la formation, qui vous permet ensuite de vous inscrire à Pôle emploi et de bénéficier de l'assurance chômage qui simplifie les transitions professionnelles. Le dispositif est porté par Transition Pro, les transitions pro de vos régions. Donc, vous pouvez prendre contact avec eux si vous êtes employeur et que vous estimez être concerné. Si vous êtes salarié, que l'entreprise est concernée par des changements profonds à venir, vous pouvez vous orienter vers vos représentants du personnel pour qu'ils puissent porter l'info à vos responsables, voire les services de ressources humaines. L'intérêt de ce dispositif-là par rapport au dispositif projet de transition pro, que j'aborderai un peu après, c'est que la prise en charge de la formation peut être plus longue. Dans les transitions collectives, le financement peut couvrir 2 ans de formation. Dans le projet de transition pro, la couverture de formation dure uniquement 1 an. Mais j'aurai l'occasion de l'aborder un peu plus tard. Toutes les prises en charge à l'initiative de l'employeur reposent sur l'accord de salarié et généralement répondent à un besoin de l'entreprise. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Pour les salariés qui sont présents actuellement et qui souhaitent du coup avoir une formation et tout en restant dans l'entreprise, questionnez-vous sur l'intérêt pour l'entreprise. L'employeur ne financera pas la formation s'il n'y a pas d'intérêt pour l'entreprise. En règle générale, il y a quelques employeurs altruistes, mais on est vraiment sur du cas par cas. Et en règle générale, il faut vraiment que ça réponde à un besoin de l'entreprise. D'un accord commun. L'accord commun, on va être généralement sur des contrats alternance. Donc plutôt sur un public de moins de 25 ans, voire moins de 30 ans dans certains cas. Donc vous avez le contrat de professionnalisation. Pour les contrats alternance, là encore, pour les employeurs, vous pouvez vous tourner vers les OPCO qui vous accompagnent dans les démarches. Contrats de professionnalisation qui vont concerner les parcours de formation continue. Donc on est en formation continue quand on est sorti du parcours initial, du parcours scolaire, et quand on a commencé une activité professionnelle depuis 2 ans. Donc dans ce cas-là, si vous travaillez depuis 2 ans et plus, vous ne vous inscrivez plus dans un parcours initial, mais vous vous inscrivez dans un parcours de continu si vous reprenez vos études. Et dans ce cas-là, vous êtes plutôt concerné par le contrat de professionnalisation. Donc ça concerne les jeunes de 16 à 25 ans, révolus afin de compléter leur formation initiale. Les demandeurs d'emploi et les personnes bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH peuvent bénéficier de l'absence de limite d'âge. Il n'y a plus de limite d'âge quand vous êtes demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA ou de l'ASS. Ça concerne les titres ou diplômes correspondant à l'une des qualifications suivantes. Donc ça va être enregistré au RNCP, reconnu convention collective nationale de branche ou ouvrant droit à un CQP de branche ou interbranche. On est généralement sur des durées de 6 à 12 mois pour des CDD ou CDI, 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale, du statut, de la durée de formation. Donc là, si vous avez un projet d'alternance, suivant votre situation, prenez contact avec un CEP qui pourra identifier à quel contrat vous allez relever et vous accompagner dans les démarches, voire prendre contact avec l'OPCO si vous êtes employeur. À retenir quand vous êtes employeur, c'est que depuis la pandémie, l'État a mis en place un dispositif qui s'appelle Un jeune, une solution. Vous en avez probablement entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus, qui permet une aide financière à toute entreprise qui recrute un jeune de moins de 18 ans ou de moins de 29 ans en alternance. Donc le montant de l'aide va dépendre de l'âge et de la durée de la formation. Et l'aide n'est pas versée en une seule fois, elle est versée trimestriellement. Et donc du coup, c'est un sacré coup de pouce pour l'entreprise qui souhaite recruter en alternance. Donc n'hésitez pas à passer à faire appel à cette aide-là, qui vous sera bénéfique, à la fois pour l'employeur, parce que du coup, ça allège le coût de la formation, mais également pour les alternants.
n'hésitez pas à en parler à l'employeur. Donc vous avez plus d'infos là-dessus sur le site Un jeune, une solution, et vous avez tout le détail de la prise en charge financière. Donc le contrat de professionnalisation. Vous avez également le contrat d'apprentissage qui, lui, s'inscrit plutôt dans une formation initiale pour les jeunes de 16 à 29 ans. Il peut y avoir une dérogation d'âge pour les travailleurs handicapés ou les créateurs d'entreprises dont l'activité, le lancement de l'activité dépend de la formation, donc dépend du diplôme, du titre. Dans ces cas-là, il n'y a pas de limite d'âge. Également pour les sportifs de haut niveau. La formation va plutôt concerner des diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, donc CAP, Bac Pro, brevet professionnel. Également les diplômes de l'enseignement supérieur, BTS, DUT, licence pro, master, et également les titres enregistrés au RNCP, donc dans l'ensemble des titres professionnels relevant du ministère de l'Emploi. Là aussi, à savoir, vous avez les mêmes aides que pour le contrat professionnel, donc c'est le même fonctionnement. Donc là aussi, si vous souhaitez avoir des infos sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur le site Un jeune, une solution. Ce qui est nouveau, c'est le dispositif Pro A. Donc nouveau, tout est relatif. C'est mis en place depuis 2 ans, il me semble, et ça commence à être vraiment mis en place depuis 1 an. L'idée, c'est de permettre à des salariés de l'entreprise de bénéficier d'une alternance. Ce qui veut dire que le salarié ne quitte pas l'entreprise, il continue de travailler en entreprise, mais il développe ses compétences à travers un parcours d'alternance en parallèle de l'activité. Donc ça concerne des salariés en CDI, des salariés en contrat unique d'insertion en CDI, des sportifs et entraîneurs professionnels. Le point important pour mobiliser le dispositif, c'est le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification équivalent à un bac+3, au grade de licence. Donc on est plutôt à destination des personnes peu ou pas qualifiées pour mobiliser le dispositif. La formation, ça peut être un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP, un CQP, donc certificat de qualification professionnelle, une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. Ça peut être également la validation des acquis de l'expérience ou la certification CLEA. Il y a 91 branches concernées, et les 2 points à retenir vraiment sur le Pro A, donc le premier j'ai déjà évoqué, c'est qu'il faut avoir un niveau en dessous de la licence, et le deuxième, c'est que tous les métiers ne sont pas concernés. Vous avez une liste des métiers par secteur d'activité qui peuvent bénéficier du dispositif Pro A. Donc là, il est important pour l'employeur qui aurait des demandes de se tourner vers son OPCO pour voir justement la liste des métiers concernés. Mais c'est vraiment un super dispositif pour le coup, qui à mon avis va vraiment être de plus en plus mobilisé à l'avenir. Donc les dispositifs à l'initiative du salarié, je pense que ça va concerner peut-être plus de personnes ici, c'est le motif principal des personnes qui viennent me voir généralement. J'ai un projet de formation, comment je le finance? Et ben, on va voir ça ensemble à l'instant. Vous avez toujours le compte personnel de formation. Donc c'est un compte qui est personnel et qui vous suit tout le long de votre carrière professionnelle. Quand vous changez d'activité, quand vous changez d'entreprise, il vous suit. Si vous vous lancez à votre compte, il vous suit également. Et si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez toujours accès à votre compte personnel de formation. Je fais un rapide aparté. Il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, de fraude au CPF. Soyez extrêmement vigilants. Ne donnez jamais d'informations personnelles au téléphone, par SMS, par mail. Aucune entreprise, aucun centre de formation, aucun conseiller en évolution professionnelle et jamais le CPF ne vous contactera pour vous informer que vos droits sont crédités ou que vous avez droit à telle ou telle formation. Dès que vous avez un appel sur cette thématique-là, c'est une fraude. D'emblée, c'est une fraude. Et vous pouvez communiquer ces informations-là sur le site du CPF pour qu'ils puissent derrière faire le nécessaire pour mettre fin à ce type d'activité. Donc soyez extrêmement vigilants, il y a beaucoup d'arnaques et de fraudes à ce sujet. Donc le CPF, en quelques mots, quand on travaille à temps plein, il est crédité à hauteur de 500 € par année et le crédit se fait avril de l'année suivante. Donc pour une activité sur l'année 2021, vous êtes crédité en 2022, au plus tard en avril, à hauteur de 500 € si vous avez travaillé à temps plein. Le crédit peut être plus important si vous êtes en situation de handicap ou si vous êtes sur un niveau CAP ou en dessous. Donc dans ce cas-là, vous avez un crédit de 800 € sur votre CPF par année. Si l'employeur a l'information que vous avez une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vous serez automatiquement crédité de 800 €. Si l'employeur n'a pas l'information,
Je vous invite vivement, du coup, vous, à communiquer auprès du site du CPF. Vous avez tout le détail sur le site de la démarche à faire pour les informer justement que vous avez une RQTH pour que vous soyez crédité de 800 euros. En temps normal, le plafond est de 5 000 euros, mais pour les personnes qui ont une RQTH ou un niveau CAP ou en dessous, le plafond peut aller jusqu'à 8 000 euros. 5 000 euros, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour financer une formation plus ou moins longue. 5 000 euros, vous pouvez financer une formation de 4 à 6 mois et encore. À partir du moment où on est sur une formation de 8 à 10 mois, on est rapidement entre 8 et 10 000 euros, voire plus. Donc, bien souvent, vous aurez besoin de compléter votre CPF, soit avec l'employeur, soit avec un autre dispositif de financement. Pour les travailleurs non salariés, indépendants, c'est le même fonctionnement. Vous avez 500 euros de crédité par an et un plafond de 5 000 euros. Si vous cotisez, si vous contribuez à la contribution pour formation professionnelle, au CFP. Pour les fonctionnaires, c'est un peu plus complexe. Vous avez 25 heures de crédité par année avec un plafond de 150 heures. Une heure équivaut à 15 euros. Et normalement, pour mobiliser votre CPF, vous devez faire la conversion des heures en euros. Et pour ça, vous devez vous orienter vers votre service RH qui lui-même va vous soit faire la démarche, soit vous orienter vers un conseiller mobilité carrière. Ce n'est pas simple généralement d'obtenir cette conversion des heures en euros. Donc si vous êtes fonctionnaire et que vous avez un projet de formation, je vous invite vraiment à voir sur du long terme et à contacter assez tôt vos services RH. Vous ne pourrez pas faire l'impasse de toute façon de les mettre dans la boucle de votre projet, puisqu'ils vont devoir être partie prenante, ils auront sûrement des démarches à faire. Donc voilà, voyez vraiment sur du long terme, et quand je dis sur long terme, on est sur plus de 6 mois généralement, puisque certaines structures vont valider la conversion des heures en euros. Ils vont le faire 1 ou 2 fois par année. Donc vous faites la demande et vous passez devant une commission parfois 6 mois plus tard pour faire cette conversion. Il y a différentes manières d'abonder le compte personnel de formation. Donc ça peut être en lien avec les points de compte professionnel de prévention, donc le C2P. Si vous avez été amené à être confronté à des facteurs de risque professionnel, par exemple un travail de nuit, vous pouvez avoir un compte professionnel de prévention qui vous permet d'avoir des points. Ces points-là peuvent être convertis ensuite sur votre CPF et donc du coup d'avoir une somme plus importante pour soit vous orienter vers une formation qui vous permettra d'occuper un poste qui vous amènera à occuper une activité où vous serez moins confronté à ces facteurs de risque professionnel. C'est le point important pour mobiliser le C2P. Ça peut être aussi une réduction du temps de travail ou un départ en pré-retraite. Mais là, je vous envoie, si vous voulez avoir des informations là-dessus, directement sur le site du C2P. Vous avez tout le détail sur le fonctionnement et la manière de créditer votre CPF. Alors, il y a 2 questions apparemment. Alors, il y a une question sur est-ce que le plafond est maintenu s'il y a une notation de l'employeur? Alors, apparemment non. Apparemment non, mais là, je n'ai pas de certitude là-dessus. Donc, je suis désolé pour le coup. Pourquoi je n'ai pas de certitude? Parce que je pensais initialement qu'il y avait un plafond et j'ai lu l'information récemment qu'apparemment, il n'y a pas de plafond. Donc, a priori, il n'y a pas de plafond sur le CPF à partir du moment où l'employeur a crédité le compte. Mais là, pour le coup, je vous invite quand même à revérifier l'information. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Alors, la question c'est: je suis demandeur d'emploi, je souhaite suivre une formation qui n'est pas éligible au CPF. Pôle emploi m'a dit un plafond de prise en charge possible en termes d'abondement du CPF. Qu'est-ce que je peux faire pour financer le reste à charge? Alors, plusieurs choses. Déjà, si la formation n'est pas éligible au CPF, Pôle emploi ne pourra du coup pas faire d'abondement au CPF. Ils pourront financer la formation à travers le dispositif AIF, aide individuelle à la formation, mais ils ne feront donc du coup pas un abondement de votre CPF. Si Pôle emploi, ce qui est le cas généralement sur l'AIF, puisque l'AIF repose sur les budgets d'agence Pôle emploi, donc chaque agence Pôle emploi a ses propres critères, même si généralement ils s'harmonisent par région et ils s'appuient sur les métiers en tension. Enfin, bref, ils ont plus ou moins les mêmes critères. Bref, chaque agence Pôle emploi aura ses propres critères et ses propres plafonds. Si la somme que Pôle emploi peut débloquer ne suffit pas pour financer la formation, ça va dépendre beaucoup de votre situation.
Normalement, c'est le rôle du conseiller référent Pôle emploi de voir les autres dispositifs de financement auxquels vous êtes éligible. Mais tous n'ont pas forcément l'appétence ou la formation pour, et parfois ils ne vous donnent pas forcément l'information parce qu'ils ne le savent pas non plus forcément. Donc si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous tourner vers l'AGFIP, qui peut être du coup cofinanceur. Dans certains cas, ça peut être aussi la région. Mais la région, comme Pôle emploi, va plutôt généralement financer des métiers porteurs et en tension. Donc en gros, des métiers où il y a un besoin sur le territoire. Et dans ce cas-là, la région va plus facilement cofinancer. Donc il peut y avoir vraiment des aides régionales. Et sinon, en dernier recours, ça va être un autofinancement du reste. Néanmoins, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, c'était le cas il y a 2 ans, quand Pôle emploi prenait en charge une formation à travers l'AIF, il n'était pas possible pour le demandeur d'emploi de financer par ses propres fonds le reste de la formation. Ce qui veut dire que généralement, ça passait par un autofinancement de la formation. Cette question-là est intéressante parce qu'elle soulève un deuxième point. Quand on est sur un projet de formation, il peut y avoir des sacrifices financiers importants. Et il n'y a bien souvent aucune obligation pour les structures de financer la formation. Donc elles vont le financer si elles y trouvent un intérêt, que ce soit l'employeur, Pôle emploi, la région. Donc si vous êtes sur des formations en lien avec des métiers de niche, des métiers spécifiques qui ne sont pas forcément très demandés ou très porteurs sur le territoire, attendez-vous à devoir financer toute ou partie de la formation. Alors il y a d'autres questions. Alors, un employeur qui abonde le CPF bénéficie-t-il d'avantages? À ma connaissance, non, il ne bénéficie pas d'avantages, si ce n'est qu'il n'a pas de, il ne payera pas de cotisation sociale dessus. Donc, ça peut être bénéfique dans ce sens-là, ou ça peut permettre justement d'accorder un bonus quelque part à un salarié sans forcément que l'employeur paye les cotisations sociales dessus. Mais là, pour le coup, on est sur une question un peu technique et là, j'ai pas vraiment plus d'informations dessus. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre avantage que celui-là. Quel dispositif pour les auto-entrepreneurs? Celui qu'on est justement en train d'aborder en ce moment. Pour les indépendants, je dirais que vous êtes un petit peu, hélas, dans le même panier que les fonctionnaires. Vous avez peu ou pas de dispositifs qui vous sont dédiés, même si vous cotisez justement pour la formation professionnelle. Donc les indépendants, vous avez le CPF. Si vous êtes indépendant et inscrit à Pôle emploi, vous pouvez faire une demande de prise en charge de la formation à Pôle emploi, mais certaines agences, comme je vous le disais, chaque agence a ses propres critères, mais généralement, elles vont plutôt privilégier les demandeurs d'emploi qui s'orientent vers des contrats salariés. Donc les indépendants vont généralement avoir des refus. Ce n'est pas systématiquement le cas, surtout si vous êtes sur une activité qui va nécessiter une formation et dont la formation va vous orienter vers une activité qui recrute sur le territoire, vers une activité qui est demandée sur le territoire. Typiquement, vous avez une expérience dans le bâtiment et vous souhaitez devenir électricien ou plombier à votre compte, vous souhaitez passer par la formation avant, vous avez plus de chances d'obtenir un financement de la région ou de Pôle emploi parce qu'ils savent que à l'issue de la formation, quand vous aurez lancé votre activité, au bout de quelques semaines, vous allez remplir votre planning assez rapidement. Voilà, je reviendrai juste là-dessus. Pareil pour donc autre financement possible pour les indépendants, ça va être le fonds d'assurance formation professionnel pour l'indépendant, mais qui va dépendre de votre statut. Donc là, je vous redirigerai soit vers le CEP pour qu'il puisse justement voir avec vous dans le détail quel fonds vous appartenez pour voir s'il y a une prise en charge possible. Mais on est sur des petites prises en charge. Pour vous donner un exemple, j'avais accompagné une psychologue spécialisée en neuropsychologie qui était salariée et indépendante, qui souhaitait se lancer à temps plein sur son activité indépendante, qui avait un projet de formation qui lui permettrait d'élargir le public auprès de qui elle allait travailler. Elle est passée par son fonds d'assurance et le fonds d'assurance couvrait à hauteur de 500 € par année de formation. Donc il y avait une remarque que me faisait Samuel par rapport à l'aide individuelle à la formation qui ne pouvait pas se cumuler avec les aides de la région. Je suis surpris pour le coup. J'essaie de me rappeler de dossiers que j'avais accompagnés, si
si ça a changé depuis. Parce qu'il me semblait que Pôle emploi pouvait être cofinanceur justement de la région. Alors c'était peut-être spécifique à la région sur laquelle j'intervenais, mais il me semblait que Pôle emploi pouvait être cofinanceur généralement soit avec la région, soit avec la GFI. À voir si c'est pas un fonctionnement régional. Alors, plusieurs questions en une. Par rapport à un senior de 58 ans qui a souhaité savoir si le CPF pouvait être utilisable et si la RE était maintenue durant la formation. Est-ce que le temps de formation compte pour les trimestres? Normalement, oui, il compte pour les trimestres. Le chômage est maintenu durant une formation, mais il n'est pas prolongé. C'est-à-dire que si vous avez droit à 6 mois de chômage et que la formation dure 1 an, eh ben, vous aurez droit uniquement à 6 mois de chômage et le chômage s'arrêtera après. Néanmoins, si Pôle emploi ou la région a participé au financement de la formation, Pôle emploi peut mettre en place une aide. Alors j'ai oublié le nom, je ne sais plus si c'est la rémunération de fin de formation, RFF, ou rémunération de formation professionnelle. Bon, là, il faudra voir avec votre conseiller Pôle emploi, parce que j'ai plus l'information en tête. Mais à savoir que quand Pôle emploi finance une formation, il vous aide justement à aller au bout. Donc, si votre allocation se termine durant la formation, il débloque une aide qui va dépendre de certains paramètres. Notamment si vous êtes parent célibataire, si vous êtes en situation de handicap, ça va conditionner l'aide auquel vous avez droit. Mais on est généralement sur des petites sommes qui sont plus ou moins équivalentes au RSA. En revanche, si vous avez droit à 2 ans de chômage et que la formation dure 6 mois, Pôle emploi couvrira l'ensemble de la formation vous aurez un maintien de l'assurance chômage durant la formation. Il y a simplement un changement de nom. Quand vous êtes voilà, RFPE, merci. Donc vous avez un changement de nom sur la formation. Quand on est demandeur d'emploi, vous touchez l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. Quand vous êtes en formation, vous touchez l'AREF, donc F pour formation. Ça implique aussi un changement de statut, ce qui veut dire que durant cette formation-là, vous êtes clairement identifié comme demandeur d'emploi en formation. Vous n'entrez donc plus dans les mêmes catégories, c'est-à-dire souvent des critiques que l'on fait à l'État pour justement jouer un petit peu sur les chiffres du chômage. Donc vous êtes en formation, ce qui veut dire que durant ces périodes-là, Pôle emploi ne vous sollicite pas. En revanche, à l'issue de la formation, ils reviennent vers vous, surtout s'ils ont participé au financement, pour voir avec vous le résultat de la formation, si vous êtes allé au bout, qu'est-ce que vous en avez pensé, et vous accompagner dans les démarches de recherche d'emploi par la suite. Normalement, est-ce que le CPF continue d'être crédité quand on est au chômage ou en formation? Très bonne question. Pour le coup, je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne sais pas. On est sur une question un peu technique. Samuel me dit, vu que c'est l'employeur qui finance le CPF, normalement non. Mais vu que quand on est demandeur d'emploi, on cotise également pour ses trimestres de retraite. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que le CPF soit alimenté dans ces cas-là. Bon, je termine assez rapidement sur le CPF du coup, parce qu'il y a eu pas mal de questions. Il peut être également, vous pouvez avoir un abondement en cas d'accident du travail, maladie professionnelle. Pour mobiliser le compte d'engagement citoyen, là on est vraiment sur des choses qui sont assez spécifiques, je suis assez rarement sollicité. Généralement, les quelques fois on m'a sollicité, c'était plutôt pour le compte professionnel de prévention. Comme je le disais un peu plus tôt, l'employeur peut faire une dotation volontaire. Ça peut être aussi une dotation obligatoire pour les salariés licenciés, des droits correctifs, des droits supplémentaires. On peut avoir un abondement du CPF avec Pôle emploi. Donc généralement, ça se fait après validation du projet avec votre conseiller référent qui ensuite adresse la demande à son manager ou au directeur de l'agence Pôle emploi qui le valide ensuite. Donc vous avez quand même des délais à prendre en compte si vous souhaitez avoir un abondement. Ça peut être automatisé par la région, par les OPCO, par l'État. Et là, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt sur le cas de la personne qui souhaitait suivre une formation assistant de service social en Pays de la Loire ou Bretagne. Il y avait directement un abondement de 1 000 € sur les personnes qui souhaitaient s'orienter vers telle formation. Il y a certaines régions, notamment, je crois que c'est non, c'est pas Hauts-de-France, qui s'appuient beaucoup sur le CPF pour vraiment accorder des aides aux personnes qui s'orientent vers les métiers porteurs ou les métiers en tension. Donc tout ce qui va être métier de la santé, métier du service à la personne.
Donc là, si vous souhaitez avoir des informations à ce sujet, eh ben, orientez-vous vers votre conseiller en évolution professionnelle. Donc votre conseiller référent si vous êtes demandeur d'emploi et le CEP du privé si vous êtes salarié. Donc on a du coup la confirmation, en période de chômage, le CPF n'est pas alimenté. Donc merci pour cette précision, c'est bien ce qui nous semble. Le projet de transition professionnelle. Alors il est plus connu sous... Ouais, il nous reste 5 minutes, donc on va... En plus de dispositifs assez importants. Donc je vais essayer d'aller rapidement là-dessus, tout en donnant les informations importantes. Le projet de transition professionnelle est porté par Transition Pro, qui était auparavant le FONGECIF. Donc ça va plus parler à beaucoup d'entre vous quand je dis FONGECIF. Le projet de transition professionnelle, l'intérêt, c'est de permettre à des salariés de pouvoir bénéficier d'une prise en charge de la formation par Transition Pro. Quand on a un projet de formation, il y a 3 volets importants, 3 volets financiers. Il y a les frais pédagogiques, le maintien du salaire et les frais annexes. Bien souvent, les frais annexes ne sont pas abordés puisque les gens ont suivi une formation qui sont proches de chez eux. Mais dans ces cas-là, si vous êtes sur une formation loin, plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de chez vous, voire pour le cas de la Guyane, pour des personnes qui iraient aux Antilles ou en métropole, Transition Pro peut prendre en charge une partie des frais annexes. Mais généralement, les personnes s'intéressent surtout sur ce qu'on appelle les frais pédagogiques et le maintien du salaire. Transition Pro prend en charge les deux. Ils prennent en charge les frais pédagogiques et le maintien du salaire quand la formation a lieu sur le temps de travail. Ils ne prennent pas en charge le maintien du salaire si la formation a lieu en dehors du temps de travail, notamment si vous êtes sur des formations à distance ou en cours du soir. Ce qui veut dire que si vous faites la formation sur le temps de travail, bien évidemment, vous devez avoir l'accord de l'employeur, puisque logiquement, vous êtes toujours salarié de l'entreprise. Donc, vous demandez l'accord de l'employeur. J'aborderai un sujet juste après. Alors, vous demandez l'accord de l'employeur. Une fois que vous l'avez, vous pouvez faire les démarches sur le site de Transition Pro. Transition Pro va débloquer une aide allant jusqu'à 30 000 € par demande. Mais l'aide couvre l'ensemble des frais, à la fois les frais pédagogiques et à la fois le maintien du salaire. Et c'est le maintien du salaire brut employeur, on n'est pas sur le net. Ce qui veut dire que sur des salaires à 2 500 € sur des formations de 10 mois, on est déjà à 25 000 €. Donc on est déjà rapidement sur l'enveloppe totale. Dans les cas où l'enveloppe par personne n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble des frais, Transition Pro fait un choix. Et généralement, le choix le plus avantageux pour le salarié, ce qui va être généralement le maintien du salaire. Ce qui veut dire que dans certains cas, ce qui m'est arrivé il y a quelques mois d'ailleurs, les personnes ont un accord de Transition Pro pour une prise en charge des frais de formation. Néanmoins, la prise en charge va uniquement couvrir le maintien du salaire, ce qui veut dire que pour la personne, elle va devoir prendre en charge des frais pédagogiques. Donc là, soit elle passe par son CPF et elle cofinance le reste, soit elle passe par la région pour financer le reste dans certains cas. L'objectif, l'essence même du projet de Transition Pro concerne des reconversions professionnelles. On n'est pas sur de l'évolution professionnelle. Donc il y a quand même l'idée d'un changement de cœur de métier. Et l'objectif à terme, c'est de quitter l'entreprise. Il y a certains employeurs qui dévoient un petit peu le système pour s'appuyer dessus pour financer des formations en interne, notamment un peu le cas dans le secteur de la santé. Mais normalement, l'objectif, l'essence même du dispositif, c'est d'encourager, d'épauler une reconversion professionnelle qui a pour but à terme de quitter l'entreprise et généralement en lien avec les métiers porteurs, émergents ou en tension du territoire. Ça concerne les salariés en CDI, en CDD et intermittents. Vous n'aurez pas les mêmes critères d'ancienneté pour chacun de ces statuts-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut généralement avoir 24 mois d'activité professionnelle dans sa carrière et être en poste depuis 1 an quand on est en CDI et 4 mois quand on est en CDD. Je vous fais de manière très courte. Si vous voulez avoir plus d'infos, soit vous tournez auprès de votre CEP, soit directement sur le Transition Pro de votre région. Vous aurez pas mal d'informations là-dessus. Transition Pro prend directement ce qu'il y a sur votre CPF et complète les frais pédagogiques. Donc votre CPF sera consommé pour financer la formation. Ça peut être un atout dans certains cas, notamment si vous êtes proche ou si vous dépassez l'enveloppe, ça vous permet justement de rester dans l'enveloppe des 30 000 € et d'avoir la prise en charge des frais pédagogiques et du maintien de salaire. Le maintien de salaire se fait à 100% si vous êtes jusqu'à 2 fois, si votre salaire est jusqu'à 2 fois le SMIC. Dans le cas contraire, vous avez une prise en charge, il me semble, de 90%. Mais là, pareil, je vous invite du coup à voir dans le détail. Comme je l'ai évoqué, vous devez avoir l'accord de l'employeur si la formation a lieu sur le temps de travail. Alors, plusieurs points par rapport à ça.
vous devez normalement demander l'accord auprès de l'employeur 4 mois avant le début de la formation si vous êtes sur une formation de plus de 6 mois. Si vous faites la demande dans les temps, l'employeur ne peut pas refuser votre demande. Il peut néanmoins la reporter. C'est une nuance assez importante. Il peut la reporter de 9 mois, notamment si votre absence va gêner le fonctionnement de l'activité. Bon, ça c'est en théorie. En pratique, si l'employeur ne veut pas être partie prenante de votre projet, s'il ne veut pas l'appuyer, vous avez peu de chances de le concrétiser. Pourquoi? Parce qu'on est sur un dispositif tripartite. Le salarié a une partie administrative et informatique à valider sur l'espace Transition Pro de votre région. Donc il a un dossier à compléter. L'organisme de formation a lui aussi un dossier à compléter sur l'espace du salarié en question. Et l'employeur a également un dossier à compléter, une partie sur le site Transition Pro de la région. Ce qui veut dire qu'un employeur qui ne répond pas aux mails qu'on lui envoie, donc moi en tant que CEP, Transition Pro également, qui fait la politique de l'autruche, peut faire tomber à l'eau un projet de transition professionnelle. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, une personne, l'employeur ne répondait pas. En temps normal, si l'employeur ne répond pas, au bout d'un mois, la demande est considérée comme de facto validée. Néanmoins, comme je vous le disais à l'instant, l'employeur a des démarches administratives et informatiques à faire. S'il ne les fait pas, Transition Pro ne peut pas valider la demande. Donc, malgré des relances de l'inspection du travail, le projet est tombé à l'eau. Donc ensuite, à voir si on pourra refaire une demande. Mais le projet est tombé à l'eau pour cette personne-là et clairement, par expérience, si l'employeur n'est pas partie prenante de votre projet, ça va être compliqué de le mettre en place. Est-ce que le PTP concerne les projets de création d'entreprise? Non. Le PTP concerne uniquement des projets de formation. Si vous avez un projet de création d'entreprise, vous allez plutôt vous orienter vers le dispositif démissionnaire que je vais aborder juste après. Si vous avez besoin d'une formation avant le dispositif, enfin avant le lancement de l'activité, vous allez là aussi plutôt passer par le dispositif démissionnaire. Oui. Alors du coup là sur le dispositif démissionnaire, je vais aller vite, même si je sais que ce sont généralement les motifs de sollicitation. Alors, le dispositif démissionnaire ne concerne pas les fonctionnaires. Peut-être en décevoir plusieurs qui sont présents. Ne concerne pas les fonctionnaires, j'ai eu plusieurs fois la demande. Concerne uniquement les salariés de droit privé. Critères d'éligibilité, il faut avoir 5 ans d'activité en continu, pas forcément au sein de la même entreprise. Vous pouvez avoir plusieurs contrats durant ces 5 années et pouvoir bénéficier du dispositif. Néanmoins, j'insiste sur le point important, c'est la notion de continuité. C'est-à-dire que si vous quittez votre activité, votre entreprise le vendredi, il faut, je caricature un petit peu, mais le lundi suivant, commencer dans l'autre entreprise. Vous avez une période de flottement un peu plus longue, vous avez droit à plus ou moins une semaine. Si vous dépassez une semaine entre deux contrats, je vous invite à voir directement sur le site dédié, donc démission-du6 reconversion.gouv.fr, donc démission-du6. Samuel vous le met dans le chat. Sur ce site-là, vous avez toutes les informations sur le dispositif démissionnaire et vous avez également un numéro vert à contacter. Ça vous redirige également sur le site de Pôle emploi qui vous permet de faire des simulations pour voir si vous êtes éligible. Si vous avez donc plus d'une semaine d'interruption entre deux contrats sur ces 5 années-là, je vous invite du coup soit à contacter le numéro vert, soit à aller directement sur le site de Pôle emploi pour vérifier votre éligibilité. Il faut être en CDI au moment de la demande. Le dispositif démissionnaire va concerner 2 axes. Soit on a un projet de formation pour s'orienter vers un autre contrat salarié, soit on a un projet de création d'entreprise. Et dans certains cas, une création d'entreprise qui nécessite une formation préalable. Si vous avez simplement envie de démissionner pour vous lancer sur un autre métier qui ne nécessite pas forcément de formation au préalable, et dans ce cas-là, il faudra directement candidater sur ces métiers-là. Et une fois que vous avez réussi votre entretien de recrutement, que vous avez une promesse d'embauche, vous démissionnez de votre poste et vous vous lancez sur le nouveau métier. Il faut vraiment qu'il y ait une formation ou un projet de création d'entreprise. Il faut, et ça c'est un point très important, ne pas avoir créé, ne pas avoir immatriculé l'entreprise avant de mobiliser, avant l'accord de la commission. Puisque si vous l'avez déjà créé, la commission partira du principe que ce n'est plus une création d'entreprise, mais un développement d'activité, et de facto, vous ne serez plus éligible au dispositif.
Donc, vous avez un dossier à monter qui est à déposer sur le site de Transition Pro Guyane, un dossier assez conséquent, encore plus quand on est sur un projet de création d'entreprise. Vous allez devoir présenter une étude de marché et un prévisionnel financier sur 3 ans. Donc là, je vous invite vraiment à prendre contact avec un CEP. De toute façon, c'est obligatoire si vous souhaitez mobiliser le dispositif démissionnaire. Le dossier ensuite passe devant une commission. La commission se réunit une fois par mois, donc la CEPIR, Commission professionnelle interrégionale. La commission a 2 mois pour donner une réponse. Dans la région où j'exerce, elle donne une réponse assez rapidement, le jour même ou le lendemain. Donc, je ne sais pas si c'est le même cas pour vos régions. Une fois que vous avez la réponse de la commission, idéalement un avis favorable, vous pouvez démissionner. Néanmoins, vous avez toujours le préavis de démission à respecter, qui va varier entre 1 et 3 mois en fonction de votre statut. 3 mois pour les cadres et 1 à 2 mois pour les autres salariés généralement. Donc vous devez effectuer le préavis dans l'entreprise, sauf si vous négociez avec l'employeur pour le réduire. Et à l'issue du préavis, quand votre contrat se termine, l'employeur vous donne une attestation employeur. La commission, la CEPIR, vous aura donné une attestation démissionnaire. Et quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, vous allez donner ces 2 documents-là, qui va permettre à Pôle emploi de considérer votre démission comme légitime, ce qui vous permettra derrière d'avoir le même statut que si vous aviez eu une rupture conventionnelle d'accepter. Généralement, on mobilise le dispositif démissionnaire si la rupture conventionnelle est refusée. Il n'y a pas d'intérêt à mobiliser le dispositif démissionnaire si l'employeur accepte une rupture conventionnelle. C'est plus intéressant pour vous de passer par la rupture conventionnelle. Simplement, vu que l'employeur n'a pas d'obligation d'accepter la rupture conventionnelle et que ça peut avoir un coût important en fonction de l'ancienneté du salarié, certaines entreprises refusent la rupture conventionnelle et pour éviter que des personnes qui ont des projets de reconversion professionnelle soient bloquées dans cette étape de leur carrière professionnelle, l'État a mis en place justement ce dispositif démissionnaire. Dans le dispositif démissionnaire, il n'y a pas l'obligation de reconversion professionnelle. Ça peut être simplement une évolution professionnelle, mais qui passe par la case d'une formation au préalable obligatoirement. Ça peut être aussi une création d'entreprise qui s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez fait depuis des années, dans la continuité de votre expérience salariée. Typiquement, je suis chrétien pour l'entreprise depuis 10 ans. Je souhaite me lancer à mon compte. Vous pouvez passer par le dispositif démissionnaire si l'employeur refuse la rupture conventionnelle. La commission n'a ne prend absolument pas part financièrement à votre projet. Ce n'est absolument pas son rôle. La commission va simplement statuer sur le caractère réel et sérieux de votre projet. Autrement dit, elle va s'assurer que vous ayez bien pris en compte tous les tenants et aboutissants de votre projet d'évolution professionnelle, que vous ayez bien pris en compte les avantages et inconvénients du métier que vous visez ou de l'entreprise que vous souhaitez lancer. Elle va s'assurer de la pérennité de l'entreprise que vous souhaitez lancer. C'est pour ça qu'ils vont vous demander une étude de marché et un prévisionnel financier. Et à partir de tous les éléments que vous allez leur présenter, et de l'argumentaire que vous allez rédiger dans le dossier, ils vont définir si c'est un projet considéré comme réel et sérieux. Autrement dit, si vous avez un conflit avec vos responsables ou avec vos collègues, vous ne pourrez pas mobiliser le dispositif démissionnaire. Il faut vraiment qu'il y ait un projet d'évolution professionnelle derrière qui soit bien construit. Si vous en êtes au début de ce projet-là, pas de souci. Le rôle du CEP, justement, c'est vous accompagner dans les différentes étapes et justement dans l'élaboration du projet professionnel. Oui. Oui. Comment faire coïncider l'acceptation d'une entrée en formation sélective avec l'acceptation de la CEPIR, du Transition Pro. Normalement, ça va de pair. On essaie généralement, quand on dépose un dossier projet de transition pro, de le faire après la validation de l'entrée en formation. Néanmoins, c'est vrai que c'est un aspect que je n'ai pas abordé et qui est important. Quand on dépose une demande de formation sur le site de Transition Pro, il faut que la demande soit déposée 3 mois avant le début de la formation, minimum. Donc, dans certains cas, les organismes de formation n'ont toujours pas donné de réponse. Donc, idéalement, soit l'organisme de formation a donné une réponse, et dans ce cas-là, c'est tout bénéfique pour vous, parce que vous pouvez dire à Transition Pro que vous avez déjà une réponse, que vous avez déjà une place en formation, et que c'est une plus-value pour vous et Transition Pro, puisque ça atteste que vous allez pouvoir entrer en formation. Dans certains cas, vous commencez la constitution du dossier, vous commencez à le rédiger, et soit vous apportez l'information après, directement auprès de Transition Pro, soit vous
espace personnel. Dans la partie Mes documents, vous indiquez que vous êtes que vous n'avez toujours pas la réponse, bah, vous le mettez en avant et dans ce cas-là, ça va dépendre de la suite. Et Transition Pro, de toute façon, validera votre demande uniquement quand l'organisme de formation aura également validé sa demande. Puisque de toute façon, dans le cas du projet de Transition Pro, l'organisme de formation doit valider aussi la demande. Donc il le fera uniquement si votre entrée en formation est validée. Et pour le calendrier, dans ces cas-là, je vous invite vraiment à prendre contact avec un CEP. Ils ont l'habitude d'interagir généralement avec les transitions pro de leur région, donc ils voient aussi un petit peu le dossier et ils vous accompagnent justement sur la temporalité de la mise en place de tout ça et l'art à mettre en avant. Alors, est-ce qu'on peut proposer 2 formations dans un dossier? Non. Enfin, non. Enfin, techniquement, vous pourriez faire 2 dossiers, il me semble, sur le site de Transition Pro, mais non seulement c'est vivement déconseillé, et j'ai même envie de dire que ça serait contre-productif, parce que ça mettrait en avant finalement une incertitude par rapport à votre orientation professionnelle. Or, la même formation avec 2 organismes. Là aussi, on va cibler qu'un seul organisme. Puisque justement, quand vous allez... alors, je termine sur la précédente remarque. Si vous avez 2 projets professionnels, il faut absolument en choisir qu'un seul. Puisque si vous mettez en avant 2 dossiers, vous allez renvoyer l'image que vous n'avez pas défini clairement le métier. Or, n'importe quel organisme financeur va être réticent à vous financer une formation s'il sent que pour vous-même, ce n'est pas sûr et certain. Donc ça, c'est le premier point important. Si vous êtes intéressé par un métier, que vous voyez plusieurs organismes de formation qui vous intéressent, là aussi, il faudra en choisir qu'un seul, parce que vous allez forcément mettre en avant aussi pourquoi vous avez choisi cet organisme-là plutôt qu'un autre. Donc, il faudra vraiment choisir l'organisme, et c'est aussi le rôle du CEP de vous accompagner dans ces étapes-là. Si jamais vous faites des démarches auprès d'un organisme, que ça tombe à l'eau, ben dans ce cas-là, vous pouvez faire une autre demande pour l'autre organisme de formation. Il est également déconseillé de faire une demande de projet de transition pro et il y a une demande de dispositif démissionnaire. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, dans le cas du dispositif démissionnaire, il est préférable de mettre en avant qu'un seul organisme de formation. Mais vous pouvez en mettre plusieurs et il faudra bien argumenter sur pourquoi vous mettez en avant. Mais généralement, quand on dépose un dossier démissionnaire, la commission va chercher à savoir si vous avez bien défini l'organisme de formation, puisqu'ils vont aussi vous interroger sur comment vous avez financé la formation, et notamment sur le calendrier de formation. Donc c'est déconseillé de mettre en avant plusieurs organismes, mais ça sera peut-être moins préjudiciable que pour le dispositif projet de transition pro. Ok. Samuel me disait qu'il y avait une question par rapport aux aides pour les personnes en situation de handicap et qu'il a transmis justement les aides de la GFIP. Donc oui, la GFIP est le financeur approprié justement pour les personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas le financeur exclusif. Généralement, il intervient aussi en cofinancement, soit de la région, soit de Pôle emploi. Si vous êtes en situation de handicap, tournez-vous aussi auprès de Pôle emploi ou de Cap emploi pour justement être accompagné dans ces démarches-là, parce que ça peut être des démarches administratives longues. Si vous estimez avoir une dégradation de vos conditions de santé, de votre condition physique ou psychique, ça peut être intéressant en ces cas de prendre contact avec un médecin traitant pour voir si la RQTH est justifiée et appropriée, puisque les démarches auprès de la MDPH pour obtenir la RQTH peuvent être longues. On est sur plusieurs mois. Si c'est moins de 6 mois dans votre région, bah, c'est déjà bien. Généralement, on tourne plutôt sur 8 à 10 mois dans les régions. Donc, c'est une démarche assez longue. Donc, si vous avez des problématiques de santé qui commencent à s'inscrire dans le temps, prenez contact avec votre médecin traitant. Je fais un petit aparté, mais assez important. Prenez contact avec votre médecin traitant pour qu'il puisse voir si une démarche de RQTH est appropriée. Alors, bilan de compétences, VAE, VAP, VES, CLEA, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Bilan de compétences, j'ai déjà abordé. La VAE, on est sur une validation des acquis par l'expérience. Il n'y a pas de visée de développement des compétences. La VAE est simplement là pour vous permettre une reconnaissance vis-à-vis des compétences que vous avez acquises via votre expérience professionnelle.
C'est un dossier qui n'est pas anodin à constituer, mais vous pouvez être accompagné par des consultants sur ces démarches-là, et Transition Pro participe au financement de la VAE à hauteur de 2 000 €. Si vous avez des questions sur le bilan de compétences et la VAE, je vous invite là du coup à prendre contact avec votre CEP, donc que ce soit Pôle emploi ou l'opérateur privé. Ils pourront vous informer là-dessus et vous accompagner dans la prise en charge financière. Donc ce sont des sujets que je vais survoler un petit peu. Le bilan de compétences, je l'ai déjà abordé au tout début de notre échange. Merci pour votre écoute. Comme je vous le disais au tout début, ce sont des sujets assez denses, assez importants. On a abordé toutes les thématiques et les différents dispositifs de financement. L'objectif principal, c'est surtout que vous ayez connaissance des noms pour que vous puissiez ensuite trouver l'information sur Internet, soit auprès du service public, soit auprès du ministère du Travail. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'un CEP, c'est notre rôle de vous accompagner dans les démarches. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on est là justement pour vous aider dans l'écosystème de la formation et de voir quel est le financement le plus approprié à votre situation. Merci pour votre écoute. Il reste une... Ouais. Oui, alors on enverra le PowerPoint aux personnes qui sont inscrites au webinaire. Comme je vous disais, vous aurez accès au replay à partir du 21 octobre. Et vous avez d'autres thématiques qui seront abordées durant les semaines de l'évolution professionnelle, des thématiques pour les cadres. Je me demande s'il n'y en a pas une justement pour les personnes en situation de handicap. Vous aurez aussi des thématiques sur le CEP qui vont aborder plus longuement justement le fonctionnement et l'intérêt du CEP. Mais aussi les métiers porteurs et émergents, c'est la thématique que je vais aborder un peu plus tard aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à parcourir les différents webinaires qui sont proposés durant ces 2 semaines-là. Ils sont là pour ça, donc n'hésitez pas, si ça répond à vos besoins, de vous positionner dessus. Et n'hésitez pas aussi à prendre contact avec votre conseiller en évolution professionnelle, c'est notre rôle de vous accompagner. Bonne évolution professionnelle à ceux qui se lanceront dans les démarches. Merci pour votre écoute. Bonne journée à vous. Au revoir.